tout d'abord, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être venus. Je vois des gens que je connais, ça c'est cool, ça fait vraiment plaisir. Donc merci beaucoup pour votre temps. Le but d'aujourd'hui, tout simplement, c'est de vous parler d'un sujet que j'avais déjà évoqué l'année dernière, quand c'était sorti en fait, au tout début, à savoir le Global Secure Access. Rappelez-vous, c'était en preview, donc on avait pas mal de fonctionnalités qui étaient pas trop actives ou encore sous validation de la part de Microsoft, sachant que c'est, pour être honnête avec vous, c'est toujours le cas aujourd'hui. Il y a encore 2-3 trucs qui sont pas encore, on va dire, en production rollout de manière globale sur les tenants worldwide. Néanmoins, c'est quand même une solution qui mérite d'être expliquée plusieurs fois. C'est une solution surtout qui mérite d'être exposée au niveau use case. Et vous allez voir qu'en termes de use case, c'est vraiment quelque chose d'intéressant qui pourrait vous aider dans pas mal de choses, que ce soit sur l'accès aux applications cloud, donc SaaS, à savoir M365 et toutes les applications sous-jacentes à votre Azure AD ou Entra ID. Et puis, vous avez aussi la partie Private Access, donc qui va vous permettre d'accéder à des ressources privées depuis donc le réseau. On en reparlera ça tout à l'heure parce qu'il y a une petite nuance à comprendre, parce que finalement, ça, on pouvait déjà le faire avant avec APP Proxy, mais vous allez voir que c'est la partie ZTNA, c'est elle qui va venir apporter de la valeur ajoutée là-dessus. Donc, en termes d'agenda, introduction rapide, l'offre ZTNA avec Microsoft, donc Global Secure Access, à savoir le Zero Trust Network Access, pour info. Le point sur les licences, un point qui était très attendu. J'ai eu pas mal de clients qui sont très attendus et je suis content que maintenant on ait enfin une visite de licence et surtout, pour ma part, en tout cas, j'ai déjà commencé à le mettre en place chez 3 clients aujourd'hui en production avec des use cases très précis dont je vais vous expliquer tout à l'heure. Et vous allez voir, c'est vraiment des choses cohérentes. On va parler ensuite du Global Secure Access dans son ensemble, à savoir les offres Internet Access et Private Access. Sachant que dans l'Internet Access, vous avez 2 variantes. Vous avez le profil M365 et vous avez la partie Internet Access qui, elle, fait du web filtering. Okay, on parlera du client, le client GSA qui va vous permettre de faire tout ça. La console, le airbag, très important pour savoir quel droit il vous faut pour pouvoir administrer cette solution. Et puis, on rentrera un peu dans les détails techniques, deep dive, quelques démos, et puis questions si vous avez des questions. Bien évidemment, vous savez que c'est du cloud, donc le cloud c'est changeant, c'est mouvant. Du coup, moi, mon lab il marche déjà plus parce que il faut des licences maintenant. Avant, c'était entre guillemets gratuit parce que c'était en preview. Donc heureusement, j'ai 2-3 vidéos que j'avais enregistrées avant pour vous faire les démonstrations. Par contre, j'ai toujours accès à la console, donc on va se balader dessus un peu. Donc, l'offre ZTNA Global Secure Access de Microsoft. Ce slide-là, vous le connaissez, je le présente maintenant depuis au moins 2020. Sur l'orientation et sur le message que Microsoft porte au niveau du Zero Trust, donc la vision Zero Trust, rapidement, comme vous le savez, c'est la combinaison entre l'identité et les devices qui vont ensuite être moulinés dans ce qu'on appelle le Policy Engine du Zero Trust Microsoft. À l'intérieur, en fait, c'est le moteur IAM. Et dans le moteur IAM, vous avez plein de règles. Donc, vous avez la vérification explicite qui va venir, qui va vérifier qui a le droit, comment, etc. On a ensuite les listes privilèges sur tout ce qui est gestion des comptes admin et gestion des comptes à privilèges. Et puis, on a après la partie assume breach, c'est-à-dire qui va se comporter comme une violation et il va tout bloquer par défaut et il va autoriser uniquement en fonction de ce que vous avez besoin. Donc, que ce soit en termes d'accès ou que ce soit en termes d'accès privilégié. Grosso modo, c'est ça le Zero Trust. Chez Microsoft, c'est très simple. Maintenant, il nous manque quelque chose de très important, et rappelez-vous, on en reparlait depuis déjà très longtemps, c'est que là, vous voyez, on a la partie identité, on a la partie endpoint, mais on n'a pas la partie network. Et aujourd'hui, on faisait des offres, ou quand on faisait plutôt des gap analysis ou des benchmarks entre Microsoft, Zscaler, Aruba ou ce que vous voulez, la différence entre tous, c'est que Microsoft était très forte au niveau identité parce qu'ils arrivent avec l'IAM, ils étaient très forts avec la partie endpoint parce qu'ils arrivent avec Intune. Par contre, ils avaient un gros angle mort qui est la partie network. Et donc, du coup, Microsoft, forcément, a travaillé dessus et ils arrivent donc ensuite avec cette offre qui est le Global Secure Access. Donc, le Global Secure Access, c'est quoi exactement? D'ailleurs, vous voyez ici, finalement, j'avais la partie identité, la partie endpoint, et là, je vais rajouter la partie remote network. Et en fait, en combinant tout ça, donc en faisant un plus, identité plus endpoint plus remote, je vais rentrer dans un espèce de SSE, donc le Service Edge, Security Service Edge de Microsoft, ou Security Edge Services de Microsoft. C'est tout simplement le fait de dire,
que quand je vais accéder à une ressource depuis mon client, depuis mon réseau, je vais passer au travers de gros tuyaux Edge Microsoft. En gros, c'est ça que ça veut dire de manière simple, au niveau explication. C'est-à-dire que quand je vais prendre une identité, cette identité, donc elle va aller par exemple sur office.com, elle va donc déjà solliciter la partie IAM en termes de conditional access, MFA, protected action, etc. Une fois que j'arrive à passer cette vérification explicite, je vais passer sur la partie endpoint. La partie endpoint, est-ce qu'il est conforme, est-ce qu'il est compliant, est-ce qu'il est, il est pas jailbreaké, etc., etc. Et ensuite derrière, je vais rentrer dans une moulinette. Finalement, je vais être routé dans des edge Microsoft, c'est-à-dire des choses, enfin des routeurs et des edge privés de l'infrastructure Azure Microsoft pour aller sur mes applications. Parce que finalement, si vous enlevez cette partie-là, en fait aujourd'hui quand vous allez sur office.com, vous passez en HTTPS sur Internet classiquement. C'est-à-dire que bien évidemment vous êtes encapsulé en TLS, vous avez du chiffrement parce que vous êtes en TLS avec le certificat qui va bien. Par contre, le trafic, lui, donc c'est-à-dire vos paquets IP au niveau 3 de la couche Modalosi au niveau réseau, en fait, vos paquets IP sont routés sur des routeurs publics pour arriver jusqu'à Microsoft, ce qui est logique en fait. Hein. Et d'ailleurs, n'importe quel IaaS, ça se passe, quand vous faites ce genre de truc, vous allez passer là-dessus. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est de dire qu'on va passer sur un truc proprement dit, celui de Microsoft, ça veut dire qu'il sera invisible du monde extérieur. Et c'est là où vous allez le voir pourquoi on fait ça. C'est justement, par exemple, pour éviter tout ce qui est attaque à ITM. Justement, parce que l'attaque à ITM, elle se base uniquement sur un reverse proxy qui va se mettre entre vous et Microsoft, donc sur Internet, hein, finalement. Avec ça, en fait, ce sera impossible. Pourquoi? Parce que il arrivera pas à rentrer dans les edge Microsoft. Ça voudrait dire qu'il faut d'abord, on va dire, rentrer dans les systèmes Microsoft et ensuite faire cette espèce de reverse proxy avec EvilJinx, par exemple, pour pouvoir vous choper votre MFA, etc. Et finalement, en termes de techno, c'est quoi derrière? En fait, c'est tout simplement, on va dire, le Edge Microsoft couplé au CASB. Donc, en fait, que vous connaissez, le Defender for Cloud App. Donc, il faut faire attention. Defender for Cloud App, c'est pas juste, en fait, un outil qui vous permet de faire du discovery, du monitoring. Déjà, c'est un outil qui est très puissant. Moi, je le vois un peu comme le contrôleur aérien dans un aéroport. C'est-à-dire qu'il va tout contrôler, tout voir, qui vient, qui rentre, qui sort, etc., qui télécharge quoi, etc., etc. Et il faut savoir que du coup, Microsoft l'a mis en place dans son Edge afin justement d'améliorer cette expérience. Et donc, du coup, vous avez une convergence, comme je le disais, network, identité et endpoint. On aura un portail unifié, on le verra tout à l'heure. Et ce qui est important à comprendre aussi, c'est que justement, Microsoft a une infrastructure Azure en place déjà pour tous ses clients et ils se sont dit mais pourquoi pas ne faire profiter cette partie pour faire passer en fait au niveau Zero Network Access. Et donc là on passe par les régions Microsoft, donc il y en a quand même plus de 140 et puis on a plus de 190 Edge, Network Edge dans le monde. D'ailleurs c'est le réseau privé le plus grand du monde si jamais en termes réseau. Voilà, pour info. Donc du coup là, j'en ai un peu parlé, mais grosso modo, c'est ça, c'est juste de dire que finalement cette approche SSE, elle arrive chez Microsoft, où là où c'est fort, c'est qu'ils ont réussi à la coupler à la partie identité. C'est ça qui est bien, c'est que vous n'avez pas en fait une solution, par exemple comme Zscaler que vous allez installer. Là, c'est vraiment intégré dans l'offre IAM, d'accord? Et ce qui fait que derrière, quand vous allez vous authentifier, vous allez passer au travers de ces edges-là. Donc vous allez voir quand même qu'il n'y a pas de magie, et il y a quand même du routage, il y a quand même du trafic, il y a quand même du forwarding que vous allez devoir faire en termes de profil afin que votre connexion depuis votre PC, quand vous allez sur Exchange par exemple, soit forwardée sur les bons tunnels Microsoft pour pouvoir y accéder. Vous allez voir que c'est là que ça devient intéressant, parce que là, on va parler un peu réseau en termes de notions. Donc, il y a la partie forwarding, bypass et forward. Il y a la partie web filtering aussi qui va arriver. Et puis, bien évidemment, il y a la partie VPN 2.0, comme je le disais tout à l'heure, qui va vous permettre d'accéder à des ressources privées sans pour autant les exposer dans une DMZ comme on faisait avant, ou comme même on fait aujourd'hui, puisque il y a pas mal de clients qui le font aujourd'hui. Donc, l'offre de Microsoft par rapport à ça, donc en fait, Microsoft Entra, hein, il faut le voir un peu comme une porte d'entrée ici, puis vous avez tous les outils, donc Workload for Identity, Verify ID, Permission Management, Identity Governance. Ça, je passe dessus parce que je pense que vous connaissez tous. Mais ce qui est important, c'est ces deux produits-là, donc Internet Access et Private Access. Et donc, on va le voir tout à l'heure un peu comment ça fonctionne. Donc, j'ai fait ici un schéma qui vous montre de manière fonctionnelle ce que apporte Global Secure Access. Et donc là, comme vous pouvez le voir, Global Secure Access, ça décolle en deux parties. Vous avez le Internet Access qui
résume deux choses, le profil M365 et un profil Internet Web qui vous permet de faire du web filtering, comme je le disais. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est ce qu'on appelle le Paid Access, qui va vous permettre tout simplement d'accéder à des ressources privées depuis Internet directement. C'est-à-dire, je suis à l'extérieur de l'entreprise, je peux très bien accéder à mon serveur SSH en 10, 10, 10, 25 avec du MFA, parce que c'est couplé forcément à Azure AD en termes d'authentification, depuis l'extérieur, en mettant sur l'adresse privée. Parce que forcément, il y a le routage qui va se faire. Et il y a surtout en fait la proxification des flux avec Entra ID et le fameux serveur Azure Application Proxy. Lui, il nous le faudra toujours parce que c'est lui qui fera le lien entre la ressource privée, son exposition, et Entra sur la partie Global Secure Access ici. Donc ça, c'est important à bien comprendre. Donc, en termes de licence, c'est très simple. Microsoft, comme vous le savez, là, il y a à peu près déjà un an, a sorti une suite qui s'appelait Intune Suite. Et en fait, il faudra s'habituer à ce que Microsoft sort pas mal d'outils comme ça avec le nom suite derrière. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils vont faire une convergence de fonctionnalités on va dire, dans un bundle, tout simplement. Donc là, en l'occurrence, pour la partie Microsoft Entra Suite, vous allez avoir deux choses. Déjà, il faut savoir que Private Access et Internet Access sont en GA. Donc, vous pouvez faire de la prod aujourd'hui, c'est en General Availability, donc ça a été communiqué par Microsoft. Ensuite, vous avez deux choses. Vous pouvez soit utiliser uniquement une licence Internet Access, une licence Private Access, ou alors une licence qui, elle, sera intégrée dans le 3. Donc ça, c'est intéressant. Tout ce qui est trafic M365. Donc vous voyez ici, en fait, on aura un bundle qui s'appelle Secure Access Essential License qui, lui, sera intégré logiquement très bientôt dans le module M365E3, enfin dans le gros bundle M365E3. Bien évidemment, pour que ça fonctionne, par contre, très important, vous devez avoir au moins Entra IDP1. Pourquoi? C'est logique, parce que comme ça fonctionne, c'est des conditional access, et les conditional access nécessitent au moins de la P1, donc vous êtes obligé d'avoir au moins de la P1 pour pouvoir fonctionner comme il faut. Bien évidemment, je recommande du P2 pour les raisons que vous savez sur la partie Identity Protection, sur la partie Access Review évoluée et sur la partie aussi Machine Learning, parce que le P2 a part du Machine Learning comparé au P1. Mais grosso modo, en fait, en termes de license, ça donne ça. Donc là, vous pouvez le voir si vous avez de la chance sur votre portail, c'est en train de se déployer. Moi, je l'ai déjà. Vous avez soit Entra Suite qui, elle, en fait, regroupe toutes les fonctionnalités de Entra que je vous ai présentées, même la partie P2, ici. Ou soit ici, vous avez donc des Entra Suite, en fait, un peu classiques. D'ailleurs, vous voyez les prix ici. Hein. D'accord. Donc là, par exemple, on est sur 9 mois, 9 mois, excusez-moi. On est sur 9 euros par utilisateur et par mois. Donc c'est sur le mois. Et donc après, forcément, si vous prenez sur l'année, ça devient un peu ça devient, vous prenez sur 3 ans, par exemple, on est à 7 euros. Donc, si vous voulez, en termes d'exposition de marché par rapport à Zscaler, etc., on est vachement bon. Moi, j'avais peur de ça, pour être honnête. J'avais peur du prix que Microsoft allait annoncer sur cette partie-là. Parce qu'il faut savoir, hein, nous, les MVP, et MVP, on est indépendant, c'est-à-dire que on a le droit aussi de ne pas être d'accord sur certaines choses que Microsoft propose. On est et des fois on a des désaccords sur les prix, sur les positionnements stratégiques. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait des workshops avec eux pour ça. Pour vous dire, on a fait plein de workshops en mode NDA sur cette partie-là depuis déjà l'année dernière. Hein, donc je travaille dessus depuis l'année dernière. Et c'est vrai que cette partie licensing a été extrêmement importante à bien comprendre et surtout extrêmement importante pour les clients. Pourquoi? Parce que si le client il a Zscaler aujourd'hui et qu'on arrive avec un outil qui est 2 fois plus cher, finalement, mis à part l'intégration dans la partie Entra, je vois pas trop ce qu'on a comme argument, parce que l'argument financier, il tient pas, malheureusement. Et si vous avez quelqu'un qui traite que par des chiffres, donc un CFO, bah lui, il va voir la colonne A, la colonne B, il va voir que la colonne B, c'est 3 fois plus cher, il va pas le prendre. C'est aussi simple que ça. Par contre, ici, voilà, je trouve que l'offre, elle est assez intéressante là-dessus. Et vous avez donc, comme je vous le disais tout à l'heure, toutes les outils que vous allez pouvoir utiliser. Donc la partie Private Access, Internet Traffic 365 et la partie globale qui permet de gérer tout ça, couplé à Azure AD pour les parties Conditional Access. Donc c'est quand même intéressant. Je vous laisse cette slide. De toute façon, je vous donnerai les PowerPoint et vous pouvez bien évidemment vous documenter. D'ailleurs, là, je vais vous montrer un truc. Si vous allez sur le site Microsoft, Microsoft en parle aussi. Sur la partie license ici. Donc là, je vais vous mettre là, je vous donne le lien. Je l'avais tout à l'heure, c'est ballot, mais là, je ne l'ai pas. Alors,
Et en fait, Microsoft aussi, hein, donc ils disent à peu près la même chose que moi sur cette partie-là. Et donc du coup, ça vous permettra, voilà, je vous donnerai les liens, je vous donnerai la doc qui est ici. Et donc là, en fait, vous avez absolument tout. Ça, c'est important de bien. Hop, je vous la mets dans le chat ici. Voilà. OK. Donc maintenant, rentrons un peu dans le vif du sujet et parlons un petit peu des offres. Donc, du coup, alors logique. Alors, pour répondre à ta question, j'ai envie de te dire oui, mais tant que je ne l'ai pas vu écrit, noir sur blanc, je ne peux pas te dire oui ou non. Je ne sais pas qui c'est qui pose la question sur la partie E5, donc Christophe. Ah, salut Christophe. Pour le coup, normalement, oui, ce qui est logique, parce que E3, E5. Donc du coup, moi, ce qui me rassure quand même, donc ici, sur cette partie-là, c'est que je vais pouvoir faire du trafic 365, que je vais vous présenter tout à l'heure, directement dans un bundle qui existe déjà, donc E3 ou E5, normalement. Et ça, c'est quand même plutôt cool. Par contre, si je veux aller un peu plus loin, bah là, forcément, il faudra des licences supplémentaires comme le Private Access ou l'Internet Access. Lui, c'est pour la gestion du web filtering, etc. Je vous montrerai tout à l'heure. Donc, Internet Access ici. Internet Access, tout simplement, c'est, vous le voyez, vous avez donc ici, comme je le disais tout à l'heure, plusieurs profils. Donc, Internet Access, Private Access et Microsoft Traffic Profile. En fait, le Microsoft Traffic Profile et le Internet Access, c'est considéré dans l'offre Internet Access, pour info. C'est juste pour que vous compreniez. Ça, on le verra plus tard. Et donc, dans cette offre Internet Access, vous avez deux choses qui découlent. Donc, vous avez le trafic M365, c'est-à-dire de dire, bah, finalement, mon client, dès qu'il va aller sur M365, bah, je vais le faire passer sur les edge Microsoft. C'est ça que ça veut dire. Ou alors, si je vais sur Internet, sur d'autres sites Internet, je sais pas, Eurosport, équipe.fr, ce que vous voulez, c'est le foot en plus en ce moment, et ben là, pour le coup, vous passerez sur ce profil-là, tout simplement. Donc là, je vais vous montrer après la différence. Donc ici, je vous ai mis un peu le design, en fait, si vous voulez, comme je le disais tout à l'heure. Donc sur la partie Internet Access, bah, c'est pareil. Hein. Donc, identité endpoint plus remote network, donc c'est-à-dire votre client au niveau réseau, la partie ZTNA. On va avoir en fait un accès identity centrique avec ce qu'on appelle une secure web gateway. Parce qu'en fait, derrière, vous allez avoir une web gateway dans ce edge qui va lui vous sécuriser et qui va forwarder vos paquets vers les bons services, en fait, tout simplement. Et donc, ce qui est intéressant, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est que vous allez passer ici sur les Edge Microsoft et accéder aux applications, que ce soit M365 ou toutes les applications qui sont bien évidemment connectées sous-jacentes à votre Azure AD. Si vous avez fait de l'OAuth ou de l'OpenID Connect ou du SAML, même si je ne recommande pas du SAML V2 avec des applications sur Azure AD, bien évidemment, votre profil M365 Trafic va passer dessus aussi. Donc, c'est ça qui est intéressant. Donc là, vous avez un peu en fait, tout ce qu'il peut faire derrière. Vous avez aussi la possibilité de faire du tenant restriction. J'en parlerai tout à l'heure, c'est-à-dire que du moment que vous avez le client installé sur votre poste, en fait, vous ne pouvez pas vous connecter sur un autre tenant enfin, vous ne pouvez pas vous connecter sur un tenant autre que le vôtre depuis votre PC. Ça, c'est intéressant, ça évite les fuites de données, etc. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui le font, donc n'hésitez pas à déployer le tenant restriction, c'est très important. Vous avez maintenant le tenant restriction V2 qui marche par GPO et qui déploie en fait une policy avec votre tenant hardcodé au niveau du poste, et ce qui fait que depuis un instant T, depuis mon poste donc de l'entreprise, je peux aller uniquement sur mon tenant ou sur des tenants trustés par l'entreprise. Et je ne peux pas aller sur tous les autres tenants comme ça, comme je veux. Donc faites très attention à ça, parce que justement, ça vous permet de contrôler avec qui discute avec qui en termes de collaboration, etc. Et comme je le disais tout à l'heure, vous pouvez aussi, dans cette partie Internet Access, activer la partie web filtering, c'est-à-dire que dès que vous avez le client qui va être installé, je vous montrerai tout à l'heure, on est capable de filtrer les domaines. En fait, ça fait une espèce de, pas proxy, j'aime pas dire proxy, parce que proxy, à la base, c'est fait pour faire du cache dans une machine, mais après, le proxy, on l'a un peu amélioré, et puis on a fait du content filtering, etc. Donc là, ça fait un peu la même chose, et du coup, ça permet du coup de sécuriser aussi les flux sur lesquels les utilisateurs vont naviguer. Donc, du coup, en termes de configuration, vous avez deux choses. Soit vous avez un client, donc là, je vous montre ici, soit vous avez un client comme cette machine que j'ai là. Donc là, vous voyez, j'ai un Windows 11 ici. J'ai mon client GSA qui est là, d'accord, que j'ai déployé. Donc, bien évidemment, on le déploie avec Intune, il n'y a pas de souci. Et donc là, j'ai mon client ici. Et en termes d'ailleurs forwarding profile, vous voyez que je suis sur du M365 Root. Donc là, on va le voir on le verra tout à l'heure.
bah, en fait, que je fais du forwarding au niveau TCP et même UDP, parce qu'en fait, il y a aussi de l'UDP un petit peu, sur tous les sites M365 de collaboration, Outlook, etc., etc. Donc, c'est soit j'ai ce client-là, et du coup, en fait, quand je vais sur Office, ici, quand je vais sur office.com, bah, en fait, je passe directement, en fait, si je vais sur le trafic ici, je passe directement, en fait, sur les Edge Microsoft, directement, d'accord? Là, par exemple, si je fais sur Outlook, en fait, ce qui se passe ici, c'est que, d'ailleurs, je regarde juste, ouais, voilà, ça. Donc là, en fait, je passe uniquement par les Edge Microsoft. Donc, je passe pas sur le net, je suis invisible sur le net et vous voyez bien que mon action 365 Channel est bien dans un tunnel. C'est important de bien comprendre ça en termes de log. D'accord? Donc ça, c'est la partie, on va dire, d'ailleurs, attendez, parce que je n'étais pas connecté, je vais me connecter. Donc ça, c'est la partie connexion avec le client. Donc c'est soit vous faites ça avec le client, soit alors vous vous dites, ça serait bien aussi d'être un peu plus large. Et dans ce cas-là, en fait, on va déclarer vos remote network. D'ailleurs, ça peut être Azure. Hein. Donc, si vous avez de l'Azure, par exemple, depuis votre Azure, vous pouvez déclarer votre VPN Gateway, vu qu'il y a du BGP à l'intérieur, etc. C'est un ASN, c'est un AS qu'il va falloir déployer plus du BGP, et vous allez pouvoir déployer votre gateway aussi en tant que remote network ou votre réseau interne. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dès que je sors avec mon IP interne, mon IP de sortie de mon entreprise, je vais être encapsulé directement dans la partie Internet Access, donc dans les Edge Microsoft. C'est ça que ça veut dire. Donc, je peux le faire par client et par réseau. Bien évidemment, on peut le faire aussi les deux en même temps. C'est bien de faire les deux en même temps. Pourquoi? Parce que ça veut dire que quand vous êtes en entreprise, vous passez là-dessus. Et quand votre utilisateur sort de l'entreprise et puis bah, va ailleurs, il n'est pas connecté au réseau de l'entreprise, bah là, du coup, ici, on va utiliser le Connect Connectivity. En fait, si vous voulez, pour les plus puristes d'entre vous, ça équivaut un petit peu à Direct Access. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont connu Direct Access. C'était une technologie de malade mental parce qu'il fallait de l'IPv6, l'IPv4, il fallait mettre en place des protocoles qui font ce qu'on appelle du NAT 624, donc il fallait convertir l'IPv6 en IPv4. Et Direct Access, en fait, ça vous permettait d'être connecté toujours au réseau de l'entreprise du moment que vous avez une connexion Internet. Donc en fait, c'est le Always On VPN que, que plein de sociétés ont, hein, comme Palo Alto, etc. Mais là, c'était vraiment orienté Microsoft et c'était vraiment, vraiment bluffant. Ça marchait assez bien. Et c'est vrai que derrière, pour l'instant, bah, en fait, ça ressemble un peu à ça. Alors, est-ce qu'il faut autre agent que l'agent de Defender? Oui, comme je le disais, en fait, il te faut ce client, donc j'en parlerai tout à l'heure, il te faut ce client Global Secure Access que tu vas devoir déployer. C'est ici. Donc, je vais en parler tout à l'heure, William. Donc là, comme je vous l'avez compris, voilà, vous avez deux façons de le déployer. Et puis le web filtering, comme je le disais tout à l'heure, bah, vous allez pouvoir filtrer des trucs. Donc là, pour la partie filtering, c'est très simple. En fait, vous pouvez aller dans la partie Global Secure Access, dans la partie Secure, dans la partie Web Filtering Policy. Et en fait, là-dedans, vous allez pouvoir créer des policies. Donc là, par exemple, vous voyez, j'en ai créé une ici, je ne sais pas, qui s'appelle Sport. Et dedans, j'ai mis une règle, donc elle permet de bloquer. Et dedans, bah, en fait, on peut mettre tous les sites qu'on souhaite bloquer. D'accord? Donc moi, vous voyez, j'ai bloqué ce site-là, par exemple. Bien évidemment, je peux bloquer d'autres sites. OK? Ou alors, je peux mettre directement des catégories. Donc là, vous voyez ici toutes les catégories que je peux bloquer au niveau web filtering. D'accord? Ici. Voilà, donc c'est des catégories intéressantes qui sont données directement par Microsoft. Pour être honnête, c'est pas vraiment le truc qui me, qui me botte dans cette fonctionnalité-là, même si c'est là et ça a le mérite d'exister. Moi, vraiment, ce qui m'intéresse, c'est la partie Internet M365 Profile redirection et la partie Private Access que je vais vous montrer tout à l'heure. Mais voilà, moi, vous l'avez vu, vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci. Et ensuite, maintenant, donc on a parlé de l'Internet Access, on a la partie Private Access. La partie Private Access, bah, en fait, c'est la même chose à la source, c'est-à-dire j'ai une identité, un device et mon network, donc mon Global Secure Access. Par contre, c'est pour accéder à des ressources on-prem, donc qui sont non exposées sur le net avec une IP privée directement au niveau TCP, au travers donc des Edge Microsoft. Parce que rappelez-vous, avant, on pouvait le faire avec Azure AD Application Proxy. Ceux qui connaissent bien Azure AD, on pouvait très bien exposer, par exemple, je ne sais pas, l'URL SharePoint on-prem sur Internet sans l'exposer en DMZ en passant par App Proxy. Mais la différence, c'est que là, je passe au travers du Edge Microsoft et de deux, je vais pouvoir mettre en place plus de granularité en termes de conditional access et en termes de sécurité.
Et donc, c'est là que ça devient intéressant parce que je vais pouvoir faire passer mon trafic à travers du SSE Microsoft ici. Et donc, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus juste en termes on va dire, de management et surtout beaucoup plus global et maîtrisé puisque j'ai tout sur la même console. Vous avez vu, hein, ici, en fait, dans Entra, je vais sur Global Secure Access. Là, j'ai mon dashboard, donc je vous montrerai tout à l'heure. Et ici, j'ai tout ce qui se passe. Donc là, vous voyez, j'ai mon device et je sais sur quel site il est allé. Est-ce qu'il a fait du Private Access? Est-ce qu'il fait de l'Internet Access? Ou est-ce qu'il a fait du M365 Access? Moi, je suis sur du M365 Access. Et vous voyez ici, il a fait tout ça. D'accord. Donc, il est bien parti sur les outils ou les URL, en tout cas Microsoft là-dessus. D'accord. Comme on peut le voir là. Donc là, on refera un tour tout à l'heure sur la partie traffic forwarding. Et donc, du coup, ici, on a deux façons de le déployer. Soit on a le Quick Access, c'est-à-dire c'est une application qui s'appelle Quick Access App. Et derrière, en fait, vous avez tous les serveurs que vous allez mettre en place, donc HTTP, RDP, SMB, ce que vous voulez. Ou soit alors, en fait, on le fait par application, par segment. Donc, on dit, par exemple, ben voilà, il y a le segment je sais pas, par exemple, le segment applicatif, et là, vous mettez tous vos serveurs applicatifs. Vous avez les segments ERP, vous mettez tous vos serveurs ERP. Vous avez les segments infra, vous mettez tous vos serveurs infra. Et ce qui est intéressant du coup là-dessus, c'est que bah, du coup, le client, lui, quand il se connecte, bah, je vais pouvoir donner les droits à ces segments en fonction des gens. Vous voyez, donc par exemple, celui qui fait de l'IT, bah, je vais lui donner accès uniquement à ses serveurs IT, et la personne qui s'occupe de l'ERP, bah, je vais lui donner uniquement ses serveurs ERP, par exemple. Hein. J'imagine un peu, mais vous voyez un peu l'idée. Et donc, du coup, ce qui est intéressant là-dessus, c'est que j'ai une granularité aussi en termes de configuration. Je donne pas tout ou rien, en fait. C'est vraiment en fonction de ce que je veux, en fonction du segment applicatif que je souhaite donner, je vais pouvoir le donner. Et donc là, c'est vraiment ce qu'on dit, c'est que c'est vraiment la DMZ 2.0 par rapport à ce qu'on a connu avant, où c'est quelque chose qu'on devait en fait exposer. Donc, du coup, par rapport à ta question, William, on va parler du client. Donc, du coup, là, je vous ai parlé, je reviens juste 2 secondes, je vous ai parlé de Internet Access. Internet Access, comme je vous l'ai dit, il y a deux choses. Vous avez le profil M365 Forwarding et la partie Internet Access Web Filtering. OK. Et je vous ai parlé du Private Access. Maintenant, on va parler du client. Donc, le client GSA, donc Global Secure Access, effectivement, vous devez l'avoir pour pouvoir bénéficier de ça, comme je vous l'ai dit. Soit vous déclarez le Remote Network, soit vous mettez le client. En général, le client est recommandé. En termes de client, c'est très simple. Je vais venir ici, client download. Là, comme vous pouvez le voir ici, il est disponible pour Windows 10 et 11. Il est disponible pour Google, enfin Android, pardon. Et pour iOS et Mac, il est encore en Early Access. Donc, on n'y a pas encore accès. Il faut faire une demande, attendre que vous soyez accepté dans le programme et vous pouvez le tester. D'accord. Pour être honnête, je ne l'ai pas encore testé. Par contre, j'ai testé la partie Android et la partie Windows. La différence, c'est que sur la partie Windows, il suffit tout simplement d'installer le client. Donc, moi, je l'installe depuis Intune et puis basta. Ensuite, sur ce client, vous allez devoir vous authentifier et vous l'avez compris. En fait, sur le client, c'est l'authentification de l'utilisateur sur le PC qui va s'authentifier. Donc, il va s'authentifier avec son identité Azure AD et son MFA. Et bien évidemment, dans les conditional access, on dit que si vous n'avez pas un post compliant, vous ne pouvez pas utiliser le client GSA. Vous voyez? Et d'ailleurs, on va aller plus loin. C'est là où, en fait, le Zero Trust Network Access prend tout son sens. C'est qu'on va faire une première condition qui va dire que si j'ai pas de PC compliant de l'entreprise, je ne peux pas installer ce client. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, on va lui dire que si tu n'as pas ce client, tu ne peux pas aller sur M365. Vous voyez? Donc là, en fait, je mets, si vous voulez, un contrôle supplémentaire et c'est ça qui fait que c'est du Zero Trust Network Access. Parce que là, je me base vraiment sur les profils forwarding M365 avant d'y aller sur le M365 URL, etc. Ça, c'est important à bien comprendre aussi. Parce que d'ailleurs, vous voyez ici, j'ai pu accéder, vous avez vu ici, à M365. Hein. Donc là, je suis allé sur Outlook, par exemple, ici, d'accord? Pas de souci. Maintenant, si j'éteins, donc si je fais une pause de ce client, voilà. Là, on va attendre un petit peu. Je vais faire un disconnect ici. Là, je l'ai testé normalement, je n'aurais pas fait d'effet démo là-dessus. J'ouvre une fenêtre privée. Et puis bah là, du coup, je me dis, je vais retourner sur Office 365. Donc avec le client éteint. D'accord. Hop.
vous allez voir ici que voilà, j'ai plus accès. Ce qui est normal, puisqu'en fait, du coup, je lui dis, ça j'en parlerai tout à l'heure dans la partie deep dive, je lui dis que si tu n'as pas de client GSA et si tu viens pas sur les Edge Microsoft, tu ne peux pas te connecter. Donc ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que si je me fais hacker mon compte et que j'ai une attaque AITM par exemple au niveau MFA et qu'on me vole mes clés MFA, bah en fait l'attaquant de toute façon il pourra jamais se connecter sur les Edge Microsoft, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, vous allez me dire, bah oui, mais il a ton mot de passe et tout, il va pouvoir installer le client GSA chez lui. Et non, c'est là où, comme je vous ai dit, je vais lui demander d'avoir le Intune Compliant et le Hybrid ou Hybrid Gen Compliant. Sinon, ça marche pas. Donc, vous voyez, il faut absolument faire cette double vérification pour que vous soyez en Zero Trust Network Access. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. C'est très important à comprendre. Donc après, en termes de clients prérequisites, ça marche sur AVD normal et multisession, donc ça c'est cool. Et ça marche aussi sur Windows 365, ce qui n'était pas le cas avant. Donc là, ça fonctionne. Donc si vous avez ce genre de solution, n'hésitez pas à l'utiliser. Bien évidemment, Windows 10, Windows 11. Par contre, attention, c'est pris uniquement pour les devices intra-join et intra-hybrid join. C'est pas pris en compte sur les devices qui sont uniquement Azure AD registrés. Vous savez, les fameux comptes qui sont juste enregistrés, les PC qui sont juste enregistrés, ça marche pas. Donc faites attention. Il vous faut les droits admin pour l'installer si vous voulez l'installer vous-même dans votre coin, ou bien évidemment, vous faites un package Intune et vous le faites descendre sur les PC, il n'y a aucun problème. Et pour la partie licence, bah, vous avez les slides des licences que j'ai évoquées tout à l'heure. Donc grosso modo, voilà les prérequis qui sont assez simples à appréhender. En termes de supportabilité, comme je le disais, donc on a Windows, Android aujourd'hui qui sont en GA. Par contre, qui vont venir bientôt, c'est macOS et Android et iOS, mais ça, on ne sait pas encore quand est-ce que ça sortira. Pour la petite histoire, pour répondre à ta question, William, est-ce qu'il y a un autre agent Defender? En fait, quand vous installez la partie Global Secure Access sur iOS, je dis bien sur iOS, en fait, ça vous installe le Defender for Cloud, le client Defender for Endpoint sur iOS, et c'est cet agent Defender qui va aller se connecter au Global Secure Access. Donc, du coup, j'ose imaginer que, je ne sais pas, dans la future version de Windows, pourquoi on n'aurait pas peut-être en fait un truc comme ça, donc ce truc-là qui serait intégré dans Defender. J'espère. Pourquoi? Pourquoi je vous dis ça? Parce que s'il est intégré dans Defender, on va pouvoir jouer avec le DLP for Endpoint plus la partie Global Secure Access au même temps avec le même client. Et là, pour le coup, j'aurai une expérience globale Zero Trust Network Access et aussi DLP Data. Et là, vraiment, c'est top. Donc, je ne sais pas, honnêtement, je ne connais pas la roadmap Microsoft là-dessus. Est-ce qu'ils vont garder un client comme ça, un peu en mode standalone qu'on va installer, ou est-ce que ça va être intégré, ce client sera intégré dans le kernel, ou alors sera intégré dans les fonctionnalités Defender. Et alors là, ça serait vraiment le top. Mais il faut comprendre un truc, s'ils l'intègrent dans Defender, ça sous-entend d'avoir une licence Defender. Vous voyez pourquoi ils font pas ça? Donc, je pense qu'il y a une raison en termes de licensing. En tout cas, moi, c'est ce que ça, c'est mon avis personnel. Hein. C'est peut-être pour ça le fait qu'ils aient juste ce client-là qui est comme ça. D'ailleurs, attendez, je vais le résumer. Donc, je vais repartir en résumé ici. Voilà. Et puis, bah, je vais revenir sur mes slides. Donc après, vous avez quelques limitations. Aujourd'hui, on ne supporte pas encore le trafic IPv6 derrière ce client. Donc faites attention si vous avez des choses intéressantes là-dessus à vouloir faire. Donc pour l'instant, ça ne fonctionne pas. On a aussi tout ce qui est multisession sur du RDP, des choses comme ça qui ne sont pas encore supportées. Attention par contre aussi, j'en fais partie, ceux qui veulent acheter des PC ARM64, donc les nouveaux PC avec la puce NPU pour faire de l'AI, pour faire du copilot for PC, etc. Faites attention, pour l'instant, le client ne supporte pas l'architecture ARM. Bien évidemment, ça va venir bientôt. Ça, c'est une information publique que vous pouvez retrouver sur le site. Moi, je l'ai retrouvé sur le blog entre ID de Microsoft qui dit que la partie ARM64 va bientôt arriver pour le client GSA. Donc, bien évidemment, les nouveaux PC qui vont arriver à la rentrée, qui sont ARM, d'ailleurs, je vais en prendre un, bah, effectivement, pour l'instant, vous ne pourrez pas installer le client GSA dessus, donc faites attention à cette petite variante qui est quand même importante. Alors, donc du coup, la console, donc là ici, je vais revenir un peu, faire un petit tour sur la console. Donc en fait, quand vous voulez faire la partie GSA, vous allez sur entra.microsoft.com parce que c'est pas valable sur la partie portal.azure.com. Donc c'est uniquement depuis ce portail-là. D'accord.
Et puis ici, vous allez arriver sur l'offre. Donc c'est encore en preview. Pourquoi ici? Parce que vous avez en fait pas mal de choses encore qui sont en preview. Mais comme je vous l'ai dit, il y a quand même 2-3 trucs en G. Vous arrivez ici sur Dashboard déjà, et là dans Dashboard, vous voyez plein de trucs. Déjà, vous voyez en fait les devices actifs que vous avez. Donc moi, j'en ai qu'un du coup aujourd'hui. Et là, il vous montre un petit peu ce que vous avez, le user qui est activé derrière ça. Donc, moi, en fait, il s'appelle victime ici. Alors, victime, c'est pas une victime, hein, c'est juste parce que je me sers de cela pour faire des attaques défense. Donc c'est pour ça que c'est l'utilisateur victime. Vous avez les devices aussi qui sont intégrés ici. Donc là, vous voyez que j'ai un Windows 365 Pro, Windows 11 Pro qui est là, etc. Et vous avez toutes les destinations, c'est-à-dire du coup tous les liens auxquels votre utilisateur a utilisé le Global Secure Access avec les Edge pour y aller. C'est ça que ça veut dire. Donc là, vous voyez qu'on a, en fait, j'ai fait le profil M365, donc forcément, il y a ça ici. D'accord? Donc après, vous voyez ici que la partie application Quick Access, comme je vous le disais, ça c'est la partie quand vous allez faire du Private Access. Là, malheureusement, moi, je n'ai pas pu la configurer puisque là, en fait, ça ne fonctionne plus parce que c'est pour des raisons de licence. Mais vous pouvez ici, comme je vous le disais, créer votre segment, lui dire par exemple, je ne sais pas moi, c'est une IP, vous mettez un range, d'accord? Et donc là, vous accédez TCP/UDP, vous accédez aux toutes ressources qui sont derrière, en mode privé, bien évidemment. Ou vous pouvez mettre une IP. Là, par exemple, je peux faire ça, hein, par exemple comme ça, et puis le port, je ne sais pas, par exemple 22, d'accord? Donc c'est du TCP, ici, parce que je suis en mode non connecté, puis là j'apply, d'accord? Donc là j'ai mon truc ici. Alors après, bien évidemment, pour que ça fonctionne, derrière, en fait, ça va vous créer une application Quick Access. Il va falloir installer le fameux connecteur, donc ce qu'on appelle le Azure AD connector, et c'est lui qui va faire le lien, comme je vous le disais, entre l'application et la partie Global Secure Access avec cette IP privée ici. Vous avez ensuite ici les applications Discovery. Donc là, pour l'instant, celle-ci n'est pas disponible. Donc ça vous permet de faire découvrir toutes les applications que vous avez. Vous avez ici les Enterprise Apps. Donc c'est juste le truc qui est repris ici. D'accord? Donc là, d'ailleurs, vous pouvez en créer aussi directement depuis ici sur le segment, comme je vous le disais. Donc là, par exemple, je peux l'appeler SSH. OK? Je lui rajoute un segment. Donc je vais refaire, par exemple, différemment. OK? Je là, hop. OK. Et là, je crée ici l'application. Donc ensuite, bien évidemment, vous l'aurez compris, une fois que vous avez créé l'application, il va falloir lui donner des droits, donner des droits afin que les utilisateurs puissent se connecter dessus. Donc là, il va attendre un petit peu. Donc là, elle a été créée. Si je reviens dans l'application, ici, donc là, il faudra que j'attende un peu, mais elle apparaîtra ici. Et ensuite, derrière, en fait, on donnera les droits. Et je crois même d'ailleurs que en fait, j'ai plus les droits maintenant parce que j'ai perdu toutes mes licences. En fait. Donc, j'arrive même plus à créer des trucs. Donc, heureusement que j'ai gardé mes vidéos pour vous montrer un peu les démos. Ensuite, vous avez la partie connexion. Donc, c'est ça que je voulais vous dire, très important. Donc là, quand vous allez configurer vos profils, moi, là, je vous parle pour l'instant du profil 365, M365. Là-dedans, aujourd'hui, ce profil-là, il est valable pour 3 environnements. Pour Exchange, toute la partie SharePoint OneDrive et la partie Entra ID et MS Graph. Et donc là, je peux même mettre granulaire en lui disant, sur les sites, ici, soit tu fais un bypass. Donc, si je fais un bypass, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la requête, quand elle va aller sur ce FQDN ici, en fait, on passera par Internet. Par contre, tous les autres ici, je passerai en mode forward, donc par les Edge Microsoft. Donc, c'est ça que ça veut dire, hein, tout simplement. Donc là, vous pouvez jouer là-dessus. La partie SharePoint également. Donc là, vous voyez, j'ai un étoile ici, donc j'ai un wildcard ici. Je peux un peu faire pareil. Et la partie Azure AD, c'est la même chose qui est ici. D'accord, donc là, vous avez tous les URL nécessaires de Microsoft. Pour l'instant, on ne peut pas modifier ni rajouter des trucs, comme vous pouvez le voir, mais j'ose espérer que plus tard, peut-être que Microsoft rajoutera des trucs un peu plus granulaires sur cette partie-là, ici. Donc après, ici, vous voyez que ce profil-là est assigné à tous mes utilisateurs, d'accord, ici, pour que ça fonctionne directement. Et vous voyez ici aussi que j'aurais pu faire du remote network, mais ça, moi, j'en ai pas, donc sinon, j'aurais pu le voir ici. Mais moi, j'ai pas de remote network. Donc sur cette partie-là. Ici, vous avez pareil la partie private qui est un peu la même chose, et vous avez la partie internet profil qui, elle, pareil, en fait, elle fonctionne avec des policies. Donc là, vous voyez ici, je peux faire du bypass en fonction du FQDN, en fonction des IP, en fonction de un peu de ce que je veux, d'accord? Ici. Donc là, je peux rajouter des rôles et lui dire, je sais pas moi, FQDN ici, et puis là, mettre
Eurosport, équipe, enfin un peu les sites que vous souhaitez bloquer ou bypasser, etc., etc. D'accord. Là, vous avez la partie client que je vous ai montré tout à l'heure, ici. Le Remote Network, comme je le disais, donc là, vous voyez, si je vais dans Remote Network ici et que je crée ici, bah là, je vais pouvoir, regardez, Remote Network BGP, par exemple. Je choisis ma région et là, je peux rajouter des links. Et donc, ces links-là, ben voilà, je peux mettre ici, comme je vous le disais, en fait, mon adresse locale BGP, si j'ai une Microsoft Gateway, etc. Donc, je peux mettre mon Azure ici directement. L'intérêt de faire ça, c'est que si je fais ça, je vais pouvoir coupler, par exemple, le fait d'accéder, regardez ça, c'est intéressant, le fait d'accéder, par exemple, à mes comptes de stockage, à mes file serveurs, enfin, mes Azure Files, avec le client GSA en mode private endpoint. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller sur mon, vous savez, ce truc-là, là, je vais vous montrer ici, moi j'en ai un, hop, voilà. Ici, en fait, vous voyez, j'ai mon Azure File, je l'ai mappé ici, d'accord? Donc c'est vraiment en test, hein, ok? Mais je suis en mode public. Vous voyez, c'est pas très bien, si vous voulez. D'accord? Test 4, ça fonctionne très bien, il n'y a pas de souci. Mais par contre, je l'attaque en mode public au niveau de son IP public. Donc c'est pas marrant. Donc l'intérêt, c'est j'aimerais attaquer ça, mais en mode privé, avec mon client GSA. Donc du coup, pour faire ça, ben, je déclare Azure, la partie VPN Gateway ici. Vu que mon Prevent Endpoint est connecté sur un network qui est sous-jacent à ma Virtual Network Gateway dans Azure, ben, je vais pouvoir ensuite les connecter ici avec mon client GSA et faire un profil Private Access et me connecter dessus. Et terminé. Là, vous voyez que ça peut être intéressant de jouer aussi avec ça. OK, ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Donc après, vous avez toute la partie monitor, la partie sécu, pardon, ici, donc Security Profile. Et donc ici, c'est la même chose, hein. Donc c'est la partie création, j'en ai créé un ici, c'est la partie création en fait des policies pour bloquer des choses au niveau web content, comme je le disais. Donc là, soit vous l'activez ou pas, vous mettez une priorité. Et là, vous cliquez, soit vous mettez une nouvelle policy en place, vous mettez ensuite vos règles, soit alors vous la linkez à une policy existante, comme par exemple, moi j'en ai une ici qui s'appelle Block Content au Sport, tout simplement. Okay. Donc ça, c'est tout simplement pour bloquer des flux, enfin la visite des sites, etc. C'est pas vraiment, honnêtement, le truc qui m'intéresse le plus dans cet outil, si je devais donner un avis, mais encore une fois, ça a le mérite d'être là et c'est intéressant. Donc là, vous avez le web filtering aussi. Donc les security profile et web filtering, ça marche ensemble. Hein. Ce que vous avez vu, vous avez retrouvé ces policies de l'autre côté. Ensuite, vous avez la partie audit log, ici directement, qui vous permet de voir exactement tout ce qui se passe, donc au niveau, donc là, ce qui a été créé, etc. Donc là, c'est la partie audit au niveau des logs. Vous avez la partie trafic. Et donc là, vous allez voir, hein, vous voyez ici mon utilisateur. Et il s'est bien connecté, on voit bien qu'il passe par du Global Secure Access, il est bien en mode ZTNA, etc., etc. Et il fait effectivement que du 365 Access. Il ne fait pas de private, il ne fait pas d'Internet Access. Donc là, c'est important de voir ça aussi. D'accord. Et puis voilà, parce qu'après tout le reste, voilà. Après, on va aller sur les slides, parce que je voulais vous montrer deux trucs ici. Voilà. Donc, au niveau AirBack. Au niveau AirBack, pour que vous puissiez le gérer de manière assez propre, soit vous êtes global admin, et dans ce cas-là, vous êtes tranquille, d'accord? Soit vous avez des droits granulaires, et dans ce cas-là, il faut faire attention. Donc là, je vous ai mis le mapping ici, entre tous les rôles qui vous avez besoin et ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils ne peuvent pas faire. Donc, grosso modo, si vous êtes security admin, vous pouvez tout faire, sauf la création du private access et la partie enable des logs 365. D'accord? Donc ici et ici. Et en fait, plus vous allez vers à la droite, plus vous perdez des droits, ce qui est normal. Vous avez un droit qui s'appelle Global Secure Access Admin, mais lui, pareil, il ne peut pas faire la partie conditional access, il ne peut pas faire la partie private access. Mais grosso modo, si vous êtes global admin là-dessus, vous allez pouvoir tout configurer directement. Donc, faites bien attention à cette partie-là. Ensuite, au niveau deep dive, ici, pour que vous avez vu tout à l'heure ce que je vous ai montré que si j'étais pas en client GSA ici, en fait, bah, je ne pouvais pas aller sur M365. Et donc pour ça, en fait, bah, tout simplement, on va devoir linker la procédure, on va devoir linker la solution avec les conditional access. Et pour pouvoir se faire, regardez ici, ce qu'on va faire, c'est cette partie session management. Donc si je vais ici,
Donc là, un peu au niveau deep dive. Dans Session Management, j'ai deux choses très importantes. J'ai le Universal Tenant Restriction, ça j'en parlerai plus tard, et j'ai l'Adaptive Access. C'est lui qui permet de dire en fait que en activant ça, le Global Secure Access va envoyer des signaux en fait sur Azure AD. Et enfin pardon, il va envoyer des signaux Conditional Access qui peuvent être capturés par les Conditional Access. Et c'est ce qui fait que derrière, je peux venir ici dans protection Conditional Access. Et là, vous voyez, j'en ai une, s'il veut bien me l'afficher. Ici, qui s'appelle Standard User Block All Location from, donc, enfin, except GSA, donc Global Secure Access. Bah, donc là, tout simplement, hein, je lui dis, hein, tu es utilisateur, donc victime ici, pour toutes les applications, ici. Et là, vous avez une nouveauté, c'est que bah, je dis tous les networks, sauf le Compliant Network, et je bloque. Et c'est quoi ce Compliant Network? C'est justement en activant la Session Management que je vous ai montré, donc la Adaptive Access, en fait, vous allez avoir une nouvelle valeur qui va arriver qui va s'appeler All Compliant Network. Ce Compliant Network ne peut pas être modifié, comme vous pouvez le voir. Et ce Compliant Network ici, c'est tout ce qui vient, c'est tous les signaux qui viennent du Global Secure Access. C'est ça que ça veut dire. Donc, très, très important à comprendre cette petite notion. Hein. Et à ne pas toucher à ça, il faut le laisser comme ça. Donc ça, c'est pour les conditional access. Après, vous avez aussi, donc si je reviens ici, vous avez la partie tenant restriction, ici. Donc là, pareil, on va envoyer, enfin, on va activer ça afin que ça puisse nous envoyer les sessions et les logs sur le tenant restriction. Et pour que ça fonctionne, bah, derrière, en fait, tout simplement, on va venir sur la partie collaboration ici. Et en fait, dans cette partie-là, vous allez voir ici, par exemple, si je prends, on va aller là-dessus. Voilà, vous avez ici le tenant restriction ici, d'accord? Et donc c'est là-dedans qu'on va lui dire est-ce qu'on bloque ou pas, en fonction bien évidemment de ce qu'on souhaite. Et ça, c'est votre tenant, c'est votre policy ID. Et une fois que c'est bloqué, bah derrière, en fait, bah, ça fonctionne pareil. C'est-à-dire que là, depuis ce client, bah là, je ne l'ai pas activé parce que moi, du coup, ça ne fonctionne plus, mais j'ai une démo ici que je vais vous montrer. Vous allez voir. C'est le tenant restriction qui est là. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que depuis mon poste, je peux aller uniquement sur le tenant qui est en fait déclaré dans le tenant restriction. C'est ça que ça veut dire en fait. Là ici, donc tenant restriction. Donc là, je montre surtout que les profils sont bien configurés. Je montre ici que la partie tenant restriction est activée, d'accord? Et donc là, surtout qui est bien bloqué, ici, comme je vous le disais. Et donc là, ici, ce que je montre, c'est que je me connecte sur un tenant qui est autre que l'autre tenant, en fait, et en gros, je suis bloqué. Et je suis bloqué parce qu'il me dit que, justement, tu es en fait en tenant restriction ici. L'accès, il est bloqué. D'accord? Par contre, si, je ne sais pas si je vais loin ou pas là-dessus. Ouais, exactement. Alors, en fait, après, je coupe le client, et là, bah, forcément, je peux y avoir accès normalement. Voilà. Et là, j'ai le MFA et j'y ai accès. Donc, du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai pas le client, je passe pas sur le talent restriction. Donc, faites très attention. Donc, si vous mettez en place tout ce mécanisme-là, bien évidemment, il faut s'assurer que le client GSA soit toujours actif, il soit toujours fonctionnel pour vos utilisateurs, pour vous jouer de cette talent restriction-là qui est vraiment intéressante et plutôt facile à mettre en place. D'accord? Donc là, je viens d'en parler. Donc, c'est cette partie-là, ici. Donc, je vous ai mis le design ici. Hop, c'est cette partie-là. Donc, la partie talent restriction. Au niveau du forwarding, j'en ai parlé aussi. Hein, comme je vous l'ai dit, en fonction des profils que vous avez là, pour l'instant, il n'y en a que 3. Donc, Exchange, SharePoint, Online, OneDrive et Entra ID. Vous allez pouvoir faire votre granularité de forwarding en fonction de ce que vous voulez. D'accord? Et puis ici, au niveau du client, pour finir, donc en termes de client, en fait, vous avez plein de choses que vous allez pouvoir gérer sur ce client-là.
Là, si je viens ici, donc là, je vais pouvoir, comme je le disais tout à l'heure, checker un petit peu le tenant, est-ce qu'il est connecté, comment, la version du client, etc. Je vais checker ici les else. Vous voyez ici, hein, pour l'instant, on a des trucs, on a des erreurs en fait encore qui ne sont pas encore bien implémentées, mais ça fonctionne très bien, ça c'est normal, c'est un bug connu. Vous avez le forwarding profile qui dit que voilà, je passe par tous les tunnels ici. Vous avez vu à un moment donné, j'étais en bypass, parce que justement je l'ai bypassé, et après je suis passé en tunnel puisque j'avais fait une pause et un résumé du client, d'accord? Ici tout simplement. Je peux ici voir un peu ce qui se passe pareil au niveau des logs en fait quand je vais sur bon là du coup je peux pas mais sur le trafic DNS avec le hostname, je peux ici voir tout le trafic qui se passe au niveau de ma machine et bien évidemment ici je peux récupérer les logs et les envoyer à Microsoft en cas de problème. Au niveau de ce client, je peux l'arrêter, je peux me connecter avec un autre utilisateur, je peux le résumer, je peux le restarter et je peux aussi collecter les logs ici comme je vous le disais. Voilà. Donc pour bien résumer et pour conclure cette session, c'est que l'offre Global Secure Access ici de Microsoft, donc si je reviens ici, juste je fais un saut rapide. Voilà, ici, il faut le voir comme étant avec deux solutions. Ces deux solutions, vous avez du Private Access et du Internet Access avec la partie M365. Vous pouvez accéder à des applications privées directement depuis le Internet. Et d'ailleurs, c'est la dernière démo que je voulais vous montrer, en fait, c'est celle-là. Parce que du coup, je ne l'ai pas, mais je vais quand même vous montrer. Voilà, ici. Je ne l'ai pas en démo malheureusement, mais j'ai bien fait de garder hop, la vidéo. Donc là, ici, vous voyez, là, j'ai mon client qui est installé. Et vous voyez ici, regardez, je suis avec cette IP-là, je suis à l'extérieur de l'entreprise, etc. Je fais un MSTSC et je vais accéder à un serveur avec son IP privé directement, voilà, 10 machin, depuis Internet directement. Et bien évidemment, ce serveur n'est pas naté, il n'y a pas de path, il n'y a rien, parce que il n'est pas exposé sur le net. Il passe juste à travers le Edge et le app proxy de Microsoft, bien évidemment. D'accord? Et donc là, j'y accède directement. Voilà. Sur mon serveur, de manière assez classique. Parce que justement ici, bon ça c'était l'ancien client, vous avez vu, ils ont fait des progrès entre lui, vous avez vu? Attendez, je vous montre. Entre lui lui, vous voyez que c'est pas du tout la même chose, hein, d'accord? Ici, regardez, c'est pas un peu la même chose. Là, vous voyez que j'ai bien un profil privé qui est activé, qui est fonctionnel, ici, voilà. Et ici, derrière, en fait, je montre que effectivement, j'accède à des données. Et d'ailleurs, quand j'arrête le client, vous voyez que j'accède plus à mon IP privé depuis l'externe, tout simplement. Hop. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à cette session, par rapport à la fonctionnalité, par rapport aux licences, par rapport au déploiement, par rapport à ce que vous voulez. Je suis tout oui, bien évidemment, si j'ai la réponse. Mais voilà ce que je voulais vous montrer. Et pour finir, je mets toujours cette slide, donc au 07-2024. Qu'est-ce qui nous protège du ITM attaque? On a toujours la FIDO2 et le passkey. On a toujours le Windows Hello for Business, on a toujours le Azure CBA, Azure Certificate Based Authentication, et on a le client GSA, parce que bien évidemment, comme je vous l'ai dit, avec le client GSA, vous ne pouvez pas avoir de attaque ITM. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'ai encore 2-3 minutes, puis après, je vous laisse aller manger. Alors, est-ce que j'ai des questions dans le chat? Oui, j'ai des questions. Est-ce que votre filtering est linké avec MDE? Pour l'instant, non, en fait. Justement, ce que je disais, il n'est pas linké avec MDE. Il est vraiment dans cette partie-là, M365 GSA, pour l'instant. Non, j'ai pas du tout de roadmap pour Linux, mais c'est une bonne question, ça. Tiens, Frédéric. C'est une bonne question, Frédéric. Oui, oui, exactement. Est-ce que je peux faire du private access avec les routes VPN Gateway? Oui, parce qu'en fait, c'est l'intérêt, justement.
Alors, oui, salut Jacques, j'espère que tu vas bien, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Et non, en fait, justement, c'est que ce app proxy, si tu veux, il te le faudra toujours pour faire remonter en fait l'information de l'application sur le Global Secure Access, en fait. Donc, il te le faudra toujours ce serveur, tu sais, qu'on a déployé entre l'application interne et Azure. Il te faut ce app proxy qui va faire la connexion. Par contre, là où tu vas devoir bénéficier du GSA, c'est derrière, quand tu vas aller sur cette application, bah, tu vas passer sur les gros tuyaux Microsoft. Et c'est l'intérêt, en fait, du coup. Alors qu'avant, tu passais, en fait, en 443 classique sur le net, si tu veux. OK. Ensuite, j'ai une autre question. En cas de besoin, merci, c'est clair, pas de souci. Est-ce qu'on peut avoir le document de la présentation? Oui, oui, vous l'aurez, Elvire va vous l'envoyer, il n'y a pas de souci. Du coup, alors j'ai une autre question. Du coup, si j'ai un firewall, je peux faire un export des policies et l'ajouter dans GSA. Alors, un export, je ne sais pas, mais vous pouvez bien évidemment vous calquer par rapport à vos règles. Maintenant, est-ce que tu peux faire un... Il n'y a pas de fonctionnalité d'import pour l'instant, pour être honnête. Par contre, peut-être que dans le futur, ça va exister. Et effectivement, ce sera peut-être possible. Mais pour l'instant, il n'y en a pas en tout cas. Alors non, justement, ce que je le disais, alors il y a une question, est-ce qu'il y a un coût de trafic qui est routé sur les edge? Bah, en fait, c'est les prix des licences que j'ai présenté tout à l'heure. C'est vraiment la partie licensing que tu vas payer, en fait, tout simplement. Et il y a des trucs apparemment qui seront prises dans M365 E3 ou E5. Et ça, c'est vraiment top pour la partie M365 Profile. Et du coup, ce que je vous disais tout à l'heure, avec plaisir, merci Christophe. Ce que je vous disais tout à l'heure, les use cases que j'ai sur 3 clients, bah, en fait, on a les privilèges account. Par exemple, les privilèges account sur la station d'admin, la station PO, privilège Access Workstation, bah, en fait, on met en place le client GSA, ce qui fait que si vous n'avez pas de client GSA, vous ne pouvez pas administrer votre tenant, par exemple. Vous voyez, c'est un des use cases qu'on est en train de mettre en place chez un client. Ça fonctionne assez bien, on est en train de le poker. Et c'est quelque chose qui va se généraliser ensuite pour des postes ou pour des use cases assez précis. Je regarde si. Ah oui, concernant le private access, si nous utilisons une segmentation interne avec style Palo Alto, peut-on ajouter différentes VLAN? Bah, du moment que tu rajoutes tes subnets, j'imagine que oui, je pense. Ça, c'est après au niveau réseau, au niveau de ta configuration, mais j'imagine que oui, Jean-Baptiste. Est-ce que j'ai d'autres questions plus haut? Ah oui, est-ce qu'on peut autoriser n'importe quel port, par exemple accès à un groupe, accès à un serveur? Oui, oui, on peut autoriser tout ce qui est TCP sur cette partie-là, on peut faire ce qu'on veut, et même UDP en fait, hein. On peut faire ce qu'on veut. D'ailleurs, avant, c'était que TCP, maintenant il a amélioré. Alors, si tu veux toutes les fonctionnalités, Maxime, donc là, la question c'est est-ce que tu peux expliquer la partie licence? Si tu veux toutes les fonctionnalités, donc je vais revenir ici, en fait, tu as la partie Entra Suite qui, elle, tu vois, si tu viens ici, Entra Suite ici, d'accord? Tu as absolument tout dedans, d'accord? Tu as même Identity Governance et Verification ID, d'accord? Ou alors, si tu souhaites un truc où tu as moins de trucs, ou moins de fonctionnalités, bah là, du coup, tu peux prendre ce qu'on appelle les essentials. Donc, les essentials, tu n'auras que la partie Private Access, Internet Access ou... non, pardon. La partie essentielle, tu n'auras que la partie M365 Profile, elle qui est uniquement normalement dans E3 ou dans E5 qui sera intégrée, comme l'a dit Microsoft. Mais si tu veux la partie Private Access et Internet Access avec le web filtering, etc., bah, il faut que tu prennes ces add-ons-là, tu vois, Entra Suite add-on. Donc là-dedans, en fait, bah, tout est expliqué ici, hein. Donc, si tu regardes, il suffit juste de le lire et puis tu as tout ce qui est dedans directement. Mais de toute façon, vous aurez les slides, hein, donc il y a pas de problème. Donc là, j'ai une autre question. Des prérequis que j'ai vus et Intune, donc obligatoire en licence, même si on utilise un autre MDM. Non, non, Intune n'est pas obligatoire en licence. Tu peux bien évidemment déployer ce package autre qu'avec Intune, hein. Moi, après, c'est ma recommandation de dire, en fait, si tu n'as pas Intune, tu peux dire, bah, si j'ai pas une machine hybride, elle se connecte pas. Et du coup, ça t'évite d'avoir Intune, tu vois. C'est en fonction de ce que tu veux, en fait, tout simplement.
Écou écoutez, je vous remercie pour, votre temps et je vous dis à très bientôt pour la suite. N'oubliez pas, attention, il y a la billetterie Identity Days qui est ouverte, donc profitez-en parce que le prix, il est préférentiel par rapport à d'habitude parce que, bah, en fait, on est au tout début. Donc, n'hésitez pas à acheter vos billets dès maintenant parce qu'après, en fait, le prix forcément, il va augmenter, hein. Donc faites attention à ça et si vous êtes intéressé, bien évidemment, vous pouvez venir me voir pour que je vous donne les liens qui vont bien pour les achats. Mais faites attention à bien, ceux qui veulent y participer, à vous y prendre à l'avance. Parce que l'année dernière, par exemple, bah, on a fait sold out et on a eu plein de gens qui voulaient venir, mais on n'avait plus de place. Donc, ceux que ça intéresse, pour bien évidemment ceux qui ont une appétence pour l'identité, la sécurité et cybersécurité des identités, bien évidemment, cet event, il est fait pour vous, hein. Donc, c'est la 6e édition. Vous savez que c'est quelque chose d'assez extraordinaire sur Paris qui se fait. Donc, n'hésitez pas à prendre vos billets rapidement. Voilà. Derrière me dit, voilà, c'est ça. En fait, les prix, donc je viens d'avoir l'info parce que je l'avais pas, excusez-moi. Le prix, c'est 80 € pour l'instant au lieu de 150. Donc, ça veut dire que si vous les prenez maintenant, c'est 80. Si vous attendez un peu, bah, ça sera 150, donc ça sera dommage. Voilà, voilà. Bah, écoutez, je vous remercie infiniment pour votre temps et je vous dis à très bientôt pour plein d'autres aventures, que ce soit des webinars, des vlogs, des vidéos et ce que vous voulez. Merci à tous. Au revoir.